Bonjour tout le monde. Je me nomme Guylaine Laroche, donc je suis la présidente locale. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour notre midi d'éducation syndicale. Alors, le sujet d'aujourd'hui, la surcharge, c'est pas normal, assez, c'est assez. Je pense que ça touche beaucoup d'entre vous. Peut-être quelques petites consignes avant de commencer. D'abord, je dois vous dire que la rencontre sera enregistrée pour fin de diffusion aux autres membres qui n'auront pas pu être présents. Pour cette raison, nous ne prendrons pas de questions pendant la présentation. Nous mettrons fin à l'enregistrement et après débuterons une période de questions pour être sûr de ne pas vous mettre dans l'embarras. Donc, on va y aller comme ça. Donc, j'espère que ce sujet vous intéressera et qu'il fera en sorte là, de vous outiller un peu mieux face à cette situation de surcharge qui est vécue dans plusieurs de nos équipes de travail. Alors, pour vous dire aussi que suite à la rencontre, après l'identification de tous, il y aura tirage d'une carte cadeau de Habitude Design. C'est une compagnie québécoise là, qui offre des produits d'une valeur de 25 $. Donc, on fera le tirage et la personne sera contactée suite à ce tirage à la fin de la présentation. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle présentation et on va commencer. Je vais donner la parole à Mme Christine Préjean. Donc, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Christine Préjean. Je suis de profession, je suis technicienne en orthèse-prothèse, mais je suis également votre représentante nationale ici en Outaouais. Et quand on parle de surcharge de travail, bien, on va rentrer déjà directement dans le cœur du sujet. Bien, ça génère des émotions. C'est un tourbillon qui s'installe quand on rentre dans la grande roue de la surcharge de travail et ça s'accompagne avec des émotions bien précises. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront ou reconnaîtront une phase de leur carrière où ils ont été, où ils ont vécu la surcharge de travail ou vivent peut-être déjà présentement. Donc, quand on parle de surcharge de travail, les émotions qui peuvent habiter les gens, bien, on parle de sentir évidemment une pression au niveau de la charge, au niveau des responsabilités, des tâches qu'on occupe. C'est souvent, puis je ne vous dirais pas juste souvent, pour la plupart du temps, accompagné d'une culpabilité en lien avec les listes d'attente. Je vais me permettre déjà une petite parenthèse sur cette culpabilité-là sur les listes d'attente. Elle peut ou pas être renforcée par l'organisation. On sait déjà que certains secteurs, on peut se retrouver avec des gestionnaires qui vont sciemment mettre à jour les listes d'attente pour pouvoir mettre de la pression sur l'équipe pour viser des objectifs, alimenter et faire grandir le niveau de performance. Donc, pour des gens qui se sentent submergés dans leur charge de travail, bien, ça va être associé à de la culpabilité, de ne pouvoir pas rentrer, de ne pas être capable de faire descendre la fameuse liste d'attente qui peut être affichée sur un babillard dans la salle de lunch, de dire, hey, mon Dieu, la population attend depuis 48 mois pour tel ou tel examen ou tel service. Donc, évidemment, ça aussi, ça vient animer la culpabilité. Mais évidemment, l'épuisement, hein, à un moment donné, on s'essouffle et on va atteindre des niveaux d'épuisement qui sont qui se ressentent ou qui sont même palpables par les pairs autour de soi. Le découragement, l'impuissance, bien souvent rattaché à la culpabilité. On a des gens qui vont se sentir découragés de la pile qui est encore à faire et on va se retrouver aussi dans l'impuissance d'avoir assez de temps dans une journée pour pouvoir les accomplir parce que souvent, on parle d'une charge de travail dans le service que l'on donne, mais on oublie parfois tous les petits à côté qui sont tout aussi importants dans notre organisation de travail qu'on doit compléter aussi, que ce soit ne serait-ce que la préparation de sa salle de clinique ou de sa valise pour pouvoir partir à domicile, des choses comme ça. Là. Donc, il y a aussi là, tous les à côté qui font partie de la charge et souvent, on en entend peu. Des pensées envahissantes. Souvent, quand on est en surcharge de travail, on a de la difficulté à mettre
je m'en allais utiliser un anglicisme en disant mettre la switch à off, mais on a de la difficulté à se déconnecter du travail quand la journée de travail est terminée, on retourne à la maison. Bien là, le hamster est encore en train de rouler, on est encore en train de penser à ce qui va s'en venir demain, à ce qui doit être complété, ce qui ne l'est pas, ce qu'il devra avant la fin de la semaine. Oups, je m'en vais en vacances, tout d'un coup, ça devient presque anxiogène de l'idée de pouvoir terminer tout ce qui doit être fait avant de partir en vacances. Donc là, on commence à y penser le soir. On peut même, puis là, je vais arriver même plus beau au niveau du problème du sommeil. On va arriver avec aussi, on se réveille la nuit, on pense à ça. Oups, on a une idée, justement, dans la nuit, les fins de semaine, on ne décroche pas. Donc, et l'isolement, parce que c'est souvent une pression qu'on se sent nous-mêmes. Et là, on peut peut-être même, des fois, on en parle à des collègues qui vivent la même chose, mais des fois, on a peut-être même l'impression d'être démunis et seuls dans toute cette charge-là. On peut être accompagné. Peut-être que nos collègues ne vivent pas tout ça de la même intensité. Donc, on vit aussi des émotions par rapport à cette comparaison-là. Donc, ça vous fait quand même un portrait déjà d'entrée de jeu de ce qui accompagne ce que c'est qu'une surcharge de travail. On va vous revenir un peu plus tard avec une définition plus complète. Ensuite, une fois qu'on est habité par un bon nombre de ces émotions-là, bien, il vient des enjeux. Des enjeux de l'usure de compassion, ensuite toute la notion du prendre soin de soi. Il arrive aussi des enjeux qui vont impacter la surcharge de travail quand on parle d'augmentation des absences maladies ou des gens qui vont avoir des départs, il va avoir des départs précoces à la retraite. Donc, tout ce qui peut venir impacter aussi la surcharge de travail au sein d'une équipe qui la vit. Bien, ça aussi, ça va venir y contribuer. Et c'est sûr que là, on est dans une ère où la pénurie de main-d'œuvre est présente et l'attraction est difficile, la rétention également est difficile. Ça va avoir un impact. Ensuite, bien, se concentrer pour travailler ensemble selon les mêmes standards, ça aussi, c'est pas toujours évident. Des fois, dans une équipe de travail, on peut avoir des charges de travail différentes, mais quand on arrive dans un dossier de surcharge, moi, je vais vous revenir un peu plus tard sur cette notion-là, mais se concerter, j'ai dit se concentrer, je pense, mais se concerter sur le travailler ensemble selon certains standards avec la solidarité, bien, moi, je vais vous revenir, mais effectivement, il sera primordial pour être capable de sortir de cette brume-là de la surcharge de travail, qui n'est pas toujours simple à pouvoir orchestrer lorsqu'il y a des disparités dans les charges, dans les personnalités au sein d'une équipe, ainsi de suite. Et un autre enjeu, bien, de démontrer la surcharge dans son ensemble. Ça aussi, ça va être un facteur important. S'il y a des heures qui ne sont pas réclamées, c'est quoi la distinction entre du temps supplémentaire ou du temps supplémentaire obligatoire? Vous savez qu'on a quand même un employeur qui navigue bien entre ces deux notions-là. Donc, ce n'est pas du temps obligatoire, mais si vous n'en faites pas, il va le devenir. Donc, on se sent pris dans cet étau-là lorsqu'on rentre dans cette roue-là. Et ça va être important de pouvoir la démontrer puis de trouver des mécanismes pour pouvoir, lorsqu'on va faire des revendications auprès de l'employeur, auprès des gestionnaires, de dire, hey, dans cette équipe-là, ça ne va pas bien. Pourquoi? Bien là, il faut avoir des éléments concrets qui viennent dire, bien, ces gens-là sont en surcharge. Puis l'employeur, la première question qu'ils vont nous demander, c'est, bien, comment vous calculez ça, cette surcharge-là? Puis souvent, ils n'entendent jamais ce même son de cloche-là. Ça fait partie des discours récurrents qu'on entend, nous, en tant qu'équipe syndicale, lorsqu'on interpelle l'employeur, qu'on leur dit que telle ou telle équipe est en surcharge. Ouais, ce n'est pas le pouls que j'ai de l'équipe. C'est souvent une des premières réponses qu'on a, puis c'est là que les faits sont importants à démontrer, parce que c'est là qu'on va venir dire, ben, regardez, voici le nombre d'heures qui a comptabilisé en temps supplémentaire, voici ce que ça représente en argent. Vous savez, il y a des façons de pouvoir aller chercher cette information-là, mais c'est aussi important de connaître le pouls de l'équipe et de dire, ben oui, moi, là, j'y mets toutes mes pauses, puis j'y mange une bonne partie de mon heure de dîner, ou je réponds à mes courriels pendant que je mange. Donc, finalement, j'ai travaillé sur mon heure de dîner, puis j'ai offert finalement une forme de bénévolat à l'employeur. Donc, ça aussi, c'est important de le quantifier et de le démontrer.
Fait qu'à partir de c'est déjà une bonne entrée en matière, mais je vais passer la parole à Isabelle là, qui va vous passer une autre partie du contenu. Isabelle, ton micro est muté. OK, là, j'ai trouvé le bouton. Désolée. En fait, je me nomme Isabelle Fauché. Je suis une des directrices de la PTS. Je travaille au mandat accueil et relations de travail pour la DPJ, la DJ et le SAPA. Puis, je suis également technicienne en antiéthique de formation. Moi, j'arrive plus dans le côté un peu plus théorique sur la définition de la surcharge. En fait, c'est une incapacité pour une personne salariée d'effectuer la totalité des tâches et fonctions demandées dans les délais dont elle dispose. Toute autre personne salariée placée dans la même situation et effectuant son travail de façon normale et raisonnable devrait se retrouver également dans l'incapacité de tout faire dans les délais impartis. C'est une question d'équilibre entre les demandes et les ressources dont la personne dispose, dont le temps, l'équipement et les soutiens. La charge est adéquate lorsque la personne salariée est capable, sans compromettre sa santé physique et psychologique, de répondre de façon satisfaisante à la demande dans les délais dont elle dispose. Nous parlons de surcharge de travail lorsque les exigences dépassent les ressources. Cette surcharge doit être prouvée en fonction de critères spécifiques établis par la jurisprudence et non en fonction d'un sentiment ou d'une impression. La composante d'une charge de travail. En fait, la charge de travail, c'est un concept complexe, influencé par de multitudes de facteurs. C'est à partir de ces différents éléments que nous pouvons déterminer la pression exercée sur le personnel. Il est important de faire cette analyse de façon minutieuse car elle déterminera la reconnaissance de l'existence d'une surcharge de travail. Dans les charges de travail, on a une charge prescrite puis on a une charge réelle. La définition de la charge prescrite, ce sont les tâches qui correspondent aux attentes organisationnelles et aux exigences de performance, dont les rôles et les responsabilités, les procédures de travail et les échéanciers, etc. Ces tâches englobent les objectifs de performance à atteindre tant au plan quantitatif, dont par exemple la quantité, la durée, l'ampleur, que qualitatif, dont la qualité, le délai et la satisfaction. Versus la charge réelle. Une charge de travail ne se limite pas seulement à ce qui est demandé. Elle doit être abordée de façon globale et inclure toutes les tâches qui doivent être effectuées par la personne salariée dans le but d'actualiser la charge prescrite par l'organisation. Parmi celles-ci, nous pouvons nous retrouver les tâches directes et indirectes. Je laisse la parole pour le cadre légal à Simon Alexandre. Bonjour à tous. Simon Alexandre Barabé, conseiller syndical en Outaouais, en relation de travail en fait, mais en Outaouais depuis les 3-4 dernières années. Pour ceux qui ne me connaissent, ceux et celles qui ne me connaissent pas déjà. Donc, en fait, effectivement, je vais enchaîner avec le cadre légal parce que c'est, je veux dire, au-delà des notions dont on va vous parler et qu'on vous parle déjà sur le plan de la théorie, bien, on va regarder côté pratique, côté action, côté judiciarisation, qui n'est pas systématique. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que notre premier point d'assise, c'est le contrat collectif de travail, mais plus précisément le contrat local qui est propre au CIS de l'Outaouais. Donc, c'est sûr que comme vous pouvez voir, on a quelques articles de convention qui sont quand même intéressants, puis je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, au niveau de l'article 418.02, ça prévoit que votre employeur, il doit reconnaître vos obligations déontologiques, ce qui est pratique lorsqu'on est régi par un code de déontologie. Si on n'a pas de code de déontologie, ce n'est pas plus grave que ça parce que, à même l'article 419.01, il y a une obligation que l'employeur doit prendre par rapport à votre charge de travail. Fait qu'il ne peut pas tout simplement, par insouciance, vous demander d'assumer la totalité de vos tâches sans tenir compte des limites de vos responsabilités professionnelles. Il doit au minimum y avoir une analyse du caractère réaliste de votre, excusez-moi l'anglicisme, mais de votre caseload, de votre charge de travail. Ça, c'est les deux premiers articles au niveau des dispositions locales.
On va juste revenir un peu plus avant. Là. Je pense à la deuxième diapositive portant sur les... Oui, c'est ça. 419.02. Effectivement, cet article-là, il est très intéressant, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on y précise les notions de jugement professionnel et d'autonomie sur le plan professionnel sur lesquelles vous pouvez vous appuyer lorsque vous avez justement à justifier une surcharge qui s'accumule ou qui commence à débuter, qui commence à prendre forme dans votre quotidien. Si, par exemple, votre gestionnaire vous demande d'en prendre davantage, bien, il ne peut pas, comme je vous le disais, il ne peut pas par insouciance ou par incompréhension de votre travail juste vous en mettre davantage dans votre cours. Il faut qu'il rende réaliste votre charge de travail. Fait que ça, évidemment, comment ça rime? Bien, c'est qu'il faut que ça rejoigne les procédures, les politiques, les missions, tout ce que le code, les codes, les mœurs, peu importe, que diffuse le CIS de l'Outaouais, il faut que ça soit respecté. Ça, c'est sur le plan des dispositions locales. Au niveau des dispositions nationales, écoutez, la Convention collective nationale, ce qu'elle prévoit, puis ça, c'est les dispositions nationales s'appliquent à l'ensemble de nos membres de la catégorie 4, qu'on soit en Outaouais, qu'on soit en Abitibi, qu'on soit dans les Laurentides. C'est une clause qui est très intéressante, qui ne date pas d'hier non plus, parce qu'en fait, c'est que ça l'oblige, d'une certaine façon, les parties à traiter des plaintes de surcharge. C'est quoi une plainte de surcharge? Bien, c'est une plainte, une fois qu'on a bien documenté le dossier, qui va être déposée par le syndicat auprès de l'employeur pour qu'on puisse évaluer, y a-t-il surcharge réelle ou non? Fait que c'est sûr, je ne vous cacherai pas, avant de se prévaloir d'une plainte de surcharge, le nerf de la guerre, c'est la préparation et la documentation du dossier. Fait qu'au-delà des faits subjectifs qui ne sont pas à minimiser, bien, il y a toujours bien des faits objectifs. Donc, on va y aborder un peu plus, on va aborder de façon nominative tous les éléments sur lesquels on peut se constituer un dossier de surcharge. Mais il faut retenir qu'au niveau des dispositions nationales, ça déboule très rapidement à compter du moment où on a une équipe de travail qui se dit en surcharge, qui interpelle le syndicat et que le syndicat dépose une plainte de surcharge. Puis ce que je veux dire par là, c'est que vous l'aurez peut-être constaté en même la diapositive, mais à compter du moment où on dépose une plainte de surcharge, le syndicat et l'employeur, on a 5 jours pour se réunir. Et dans les 5 jours où on se réunit, bien, à ce moment-là, il faut qu'on détermine, y a-t-il surcharge ou non? Fait que ça, c'est au terme de 5 jours. En fait, non, excusez-moi. On a 5 jours pour se rencontrer. Et à partir du moment où on s'est rencontrés, on a 20 jours pour évaluer avec la partie patronale, y a-t-il réellement surcharge ou non dans ce secteur-là? Si on en vient à la conclusion qu'effectivement, il y a une surcharge, mais que l'employeur, de son côté, il ne la reconnaît pas, ou pour lui, on n'a pas encore atteint un point de non-retour, peu importe, que l'employeur, il ne fait rien, qu'il ne met pas en place des moyens satisfaisants pour enrayer la dite surcharge, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'aller à une étape supplémentaire, c'est-à-dire que la plainte va se diriger vers l'arbitrage. Donc là, à ce moment-là, ça va être un arbitre de grief qui est un juge en droit du travail collectif qui va devoir entendre la plainte. Pour ce qui est de la loi sur la santé et sécurité au travail, vous n'êtes pas sans savoir, en fait, là, que la surcharge, ça peut également trouver une source de droit à même la loi sur la santé et sécurité au travail. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si l'employeur est au courant qu'une surcharge de travail sévit dans un secteur, que le syndicat ou les salariés, les membres qui sont visés par la surcharge qui la subissent, ont déjà informé le gestionnaire qu'il y a un taux de détresse assez élevé dans le secteur, mais que l'employeur, soit par le gestionnaire, soit par les ressources humaines, il ne met aucun moyen en place pour contrôler ou réduire la détresse. À ce moment-là, c'est définitivement possible de déposer une plainte à la CNSST. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, c'est que la plainte va se retrouver entre les mains d'un inspecteur ou d'une inspectrice de la CNSST qui va devoir évaluer la situation, à savoir est-ce qu'elle pose un danger, non pas sur le plan de la santé physique, mais sur le plan de la santé psychologique, qui n'est pas non plus à minimiser parce que la loi s'applique à tous et la loi parle de l'intégrité physique, mais également psychologique, qui est de plus en plus analysé, puis qui fait vraiment je ne veux pas dire qu'il fait les journaux, mais qui fait de plus en plus
avancer le droit en termes de jurisprudence. C'est sûr que le résultat de la plainte qui serait déférée à la CNSST et qui serait traitée par un inspecteur ou une inspectrice, bien, ça peut être que tout simplement des avis de correction vont être émis à l'employeur et l'employeur, bien évidemment, n'aura pas le choix de s'y conformer. Est-ce que ça va être des solutions expresses, concrètes, adaptées à la réalité du CISO? Ça, je vous dirais, on ne va pas jusque-là. C'est à la CNSST d'émettre les avis de correction et de toute façon, l'employeur ne pourra pas y déroger, sous peine d'amende, évidemment, s'il ne respecte pas ce qui est à corriger dans un délai X. Ça, c'est ce qu'il y en est pour la loi sur la santé et la sécurité au travail en matière de surcharge. Concrètement, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la jurisprudence? Bien, écoutez, je vous dirais, c'est très intéressant parce que je vous confirme que lorsqu'une équipe s'embarque dans un dossier de surcharge, on a tendance à penser qu'il va falloir déplacer la terre, il va falloir déplacer mer et monde pour avoir gain de cause, mais pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que pourvu que le dossier soit bien documenté, c'est vraiment la clé du succès là, de documenter, puis on va y arriver avec les éléments clairs que vous pouvez aller rechercher parfois en équipe ou juste de votre côté individuellement pour commencer à bâtir un dossier de surcharge. Dans les 10-15 dernières années, si on regarde la jurisprudence et les décisions qui ont été rendues par les arbitres de grief, qui, je vous rappelle, sont des juges en droit collectif du travail, c'est eux qui traitent les plaintes qui sont un grief, en fait, relatif à la surcharge, bien, ça a été reconnu dans les 10-15 dernières années que les employeurs, oui, ils ont un droit de gérance par rapport à l'organisation du travail de leurs salariés, de leurs employés, de leurs travailleurs, travailleuses, mais toujours est-il que ce droit de gérance-là n'est pas absolu. Je donne un exemple. Un gestionnaire ne peut pas inciter une personne salariée à dispenser des soins ou des services qui vont clairement à l'encontre de ses responsabilités professionnelles ou de son code de déontologie. Ce n'est pas parce que vous avez un lot énorme de tâches à effectuer dans un délai X que ça vous permet de déroger aux standards de qualité ou de quantité. Si vous êtes en voie de déroger aux standards, aux protocoles, aux normes professionnelles en lien avec vos tâches, bien, c'est sûr que ça va être primordial d'en faire part à votre gestionnaire, idéalement par écrit. Évidemment, on vous encourage dans ces cas-là à contacter votre équipe locale parce que ça va nous faire un plaisir de vous accompagner et de faire les représentations nécessaires auprès des relations de travail du CIS de l'Outaouais. Qui dit relations de travail ne veut pas nécessairement dire judiciarisation du dossier. Et je tiens à le préciser parce que parfois, il y a une certaine gêne à nous contacter ou une certaine retenue parce qu'on ne veut pas nécessairement impliquer, on ne veut pas que les ressources humaines ou les relations de travail s'en mêlent et tout. Il y a comme une connotation péjorative, mais je vous rassure, ils ne peuvent pas prendre de représailles tout simplement parce que vous avez nommé une situation de surcharge à votre syndicat et que le syndicat, dans son rôle de monopole de représentation, donc le seul agent de négociation auprès de l'employeur, veut apporter des solutions, veut traiter de la problématique. L'employeur ne pourra pas sévir contre vous pour des raisons comme ça. Il n'y a rien à craindre sur ce plan-là. Mais ce qu'il faut surtout retenir d'une plainte de surcharge, c'est que si on doit se rendre devant un arbitre parce que l'employeur, soit qu'il ne reconnaît pas la surcharge, soit qu'il n'a pas apporté les solutions ou des moyens de correction satisfaisants, bien, je ne vous cacherai pas que le nerf de la guerre, ça demeure la documentation. Pour avoir gain de cause, il va nécessairement falloir faire la preuve qu'il y a un écart, puis un écart relativement considérable entre la réalité qui est attendue de la part de la gestion, les besoins réels et les moyens dont vous disposez pour vous acquitter de l'ensemble de vos tâches. C'est une présentation que je voulais vous faire sur le cadre légal parce que, je vous dirais, chaque dossier a ses particularités. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain, y a-t-il réellement surcharge? Est-ce que je suis le seul à vivre cette situation-là? Parlez-en à vos collègues, mais surtout, n'hésitez surtout pas à nous contacter au niveau de l'équipe locale, soit contacter un membre de votre exécutif, soit contacter une des personnes conseillères à la PTS. On est outillés pour vous donner des outils, pour vous accompagner et trouver des solutions parce qu'une surcharge, on va y arriver, ça peut être constant comme ça peut être cyclique. Fait que voilà ce qu'il y en est pour ce qui est du cadre légal. Donc, la première étape d'un dossier de surcharge de travail est la dénonciation qui doit être effectuée de façon planifiée et crédible. Dégager un diagnostic et déterminer les étapes ultérieures à entreprendre afin d'en arriver à trouver des solutions adaptées à chacun et chacune. Pour ce faire, nous pouvons résumer l'approche en 3 questions. Qui, quand et pourquoi?
C'est simple à retenir, cette approche synthétise de façon efficace les éléments à souligner. Donc, les objectifs pour une première rencontre, les relations de travail, nous, on est disponible pour vous rencontrer. Dans le fond, la première rencontre exploratrice, ça serait pour vous supporter afin de briser l'isolement et le silence, créer un sentiment d'appartenance et de solidarité d'équipe. On va avoir besoin beaucoup de faits, dont les cahiers de poste, le dénombrement des absences, des non-remplacements, temps supplémentaire obligatoire, afin de s'assurer qu'ils sont conformes à la réalité, politique interne, standards et pratiques de l'établissement. Donc, la première étape du qui, on va poser plusieurs questions comme qui sont les personnes touchées, les noms des personnes salariées, les titres d'emploi, combien il y a de statuts temps complet, temps partiel, des personnes non détenteurs de poste, nombre d'années d'expérience de l'équipe, le nombre d'heures de travail effectuées par semaine, les problèmes généralisés ou non, corps de travail, le nom du supérieur, le centre d'activité, le programme, l'installation, la clientèle, le nombre de personnes dans l'équipe et l'adhésion ou non à un ordre professionnel. On va vouloir savoir depuis quand, est-ce en semaine, en mois ou en année? Est-ce que c'est de façon continue ou de façon cyclique dans des périodes précises? Et pourquoi plusieurs facteurs peuvent contribuer à la surcharge de travail? Donc, il y a plusieurs facteurs, dont le contexte de pénurie de main-d'œuvre, le choix de non-remplacement, le taux de roulement important, le taux d'absentéisme important, contraintes budgétaires, ajout de tâches administratives, climat de travail, perte de l'autonomie professionnelle, conditions de travail, normes de gestion et cibles à atteindre. Et aussi, on a les causes intrinsèques aux salariés, dont le perfectionnisme, l'anxiété de performance, stress chronique, peur de déplaire, ambition, promotion, besoin de contrôler son environnement pour être bien au travail, désorganisation et insatisfaction au travail. Et je laisse conclure Christine. Donc, vous voyez qu'avec tous les enjeux que ça peut générer d'être dans une situation de surcharge de travail, pour pouvoir bien prendre le dossier en main, bien évidemment, on a parlé de la documentation tout à l'heure, il y a d'autres choses, il faut le regarder sur différentes facettes. Vous avez mon collègue qui vous a parlé de ce qui est encadré par la convention collective. Vous avez Isabelle qui vous a donné quand même un bon topo aussi des facteurs intrinsèques ou extrinsèques. Puis, il y a à un moment donné, il faut concevoir un comité de travail pour être en mesure de bien aller chercher l'ensemble de toutes ces facettes-là qui sont à la fois, comme j'ai dit, de relations de travail, mais il peut y avoir autre chose aussi qui peut accompagner les relations de travail qu'on va dire de type politique, nous, dans notre jargon. Et donc, le comité de travail, lui, va pouvoir vraiment venir adresser l'ensemble de la situation. Puis, on souhaite que ce comité-là, il reflète chaque personne va avoir des rôles à l'intérieur de ça. Donc, vous allez y retrouver la personne conseillère syndicale, un membre de l'équipe locale syndicale. Ensuite, la représentante nationale. Évidemment, c'est notre trio habituel syndical lorsqu'on va traiter un dossier qui a plusieurs facettes comme des enjeux de surcharge de travail, mais on va aussi avoir un responsable du dossier de surcharge de travail. Et puis, quand on fait référence à un leader positif de l'équipe, c'est là que je vous ramène la notion de solidarité que je vous ai parlé dans mes premières diapositive. Dans le fond, espérons-le, un leader positif au sein de l'équipe, parce que chaque acteur va avoir une responsabilité importante pour être capable de se sortir de cette tornade-là, si je peux dire ça comme ça, qui est de la surcharge de travail. Et on a besoin de la solidarité et de la concertation et consolidation de l'équipe. Donc, évidemment, la personne qui va siéger sur un comité de travail, on la souhaite effectivement leader positif au sein de l'équipe pour qu'on puisse avoir une meilleure solidarisation au sein de l'équipe. Ça va être super important. Et quand on parle de solidarité, on ne parle pas nécessairement de travailler tous de la même façon ou
de penser exactement de la même façon, d'avoir la même définition de la surcharge actuelle. Hein. Isabelle vous a montré un bon topo à laquelle on peut se retrouver, pas juste au niveau des émotions, mais de la réalité au sein d'une équipe où il peut y avoir des enjeux de performance, où il peut y avoir différents enjeux, puis les gens peuvent ne pas être tous à la même place, mais ça ne nous empêche pas de se solidariser malgré tout en tant qu'équipe. Quand on dit l'union fait la force, c'est un peu ce qu'on a besoin. Ça, c'est la tâche qui va incomber l'équipe, hein, de se solidariser. Ça va être la plus grande partie. Malheureusement, lorsqu'on monte certains dossiers de surcharge, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire des fois qu'on n'aboutit pas là où on le souhaiterait, mais l'un des enjeux souvent extrêmement difficiles, c'est cette solidarité-là qu'on doit atteindre au sein d'une équipe. Puis un exemple que je pourrais vous donner, lorsqu'on n'est pas nécessaire, on peut avoir des idées, des opinions divergentes sur le sujet, mais si en tant que groupe, on se solidarise sur les pistes de solutions et qu'on tient cette ligne-là, on peut atteindre de meilleurs objectifs par rapport à la surcharge de travail. Je vais aller à la prochaine diapositive parce que dans les travaux, vous savez, on a parlé beaucoup des émotions, mais à un moment donné, quand on traite le dossier, il faut sortir un peu de ces émotions-là et pouvoir rationaliser certains facteurs. On a parlé tantôt, moi, on a commencé là, dans le vif du sujet avec des émotions comme aussi gros que la culpabilité. Mais quand on vient rationaliser les choses dans les travaux, on vient remettre à leur place certaines choses. Puis là, on va vous en nommer quelques-uns, des listes d'attente. C'est l'exemple que je vous ai donné. Un gestionnaire qui fait le choix, ils ne le font pas tous, là, mais on l'a quand même déjà vu, un gestionnaire qui fait le choix de venir placarder dans la salle des intervenants une liste d'attente, puis qui fait les rappels régulièrement, même si ce sont de rappels cordiales, n'en demeure pas moins que c'est une forme de pression de venir dire, regardez ici la liste d'attente, là, on est à 2 ans d'attente pour telle affaire. Ça ajoute à cette pression-là, puis cette culpabilité-là, mais nous, quand on le rationalise, on vous rappelle que la liste d'attente, c'est une responsabilité du gestionnaire, c'est une responsabilité de l'employeur de trouver une solution. Puis moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que la solution, ce n'est pas de placarder la feuille sur un babillard pour faire de la pression sur l'équipe. On peut encourager les troupes, mais il faut trouver d'autres pistes de solutions que celle-là. Donc, pénurie de personnel, là aussi, l'embauche, là, la rétention, les mesures attractives, c'est aussi une responsabilité des ressources humaines, du gestionnaire. Ils doivent monter les dossiers. Et puis, quand on commence à travailler avec eux, qu'on rencontre l'employeur, c'est des choses qu'on va venir leur dire. On a parlé de la documentation tout à l'heure. La documentation, à quoi elle sert? Encore là, je vais vous donner un exemple. Si je regarde un secteur, je vais faire une demande d'accès à l'information. Ça m'est déjà arrivé l'année dernière, me rendre compte qu'une équipe cumulait au-dessus de 10 000 heures de temps supplémentaire dans une année. De façon récurrente, depuis les 5 dernières années, parce qu'on est capable de demander de l'accès à de l'information qui sont de nature plus historique, ça, il faut être capable de le déposer à l'employeur. On ne peut pas arriver les mains vides. Puis ça, c'est des éléments dans notre documentation qu'il faut aller rechercher. C'est là qu'on va aller chercher du poids, qu'on va dire à l'employeur 10 000 heures de temps supplémentaire. Pensez pas que ça ne mériterait pas un affichage de poste, ça. Donc, ou même plusieurs, parce que ça aussi, là, on va le documenter, on va se créer des argumentaires, puis on va venir travailler ça avec vous quand on va rencontrer l'employeur. Bon, ça va être nommé. Les caseloads, se référer à son code de déontologie, ça aussi. Donc, vous êtes tenu par votre déontologie de respecter certaines normes. Puis quand la surcharge de travail vous empêche d'être en respect de ces normes-là, il faut en discuter parce que vous ne pouvez pas vous permettre, vous, en tant qu'intervenant, d'être en contradiction avec votre ordre professionnel. Ça a des enjeux sur votre carrière, sur votre emploi. Donc, ça aussi, c'est une emprise qui est importante de pouvoir nommer à l'employeur quand ça vient en contradiction avec les codes de déontologie. Ensuite, tenir compte des déplacements, rencontres, évaluations, les plans d'intervention, rédaction, suivi, formation, soutien
amélioration des outils de travail, juste le nommer, c'est un peu essoufflant, ben c'est ça, il faut le compter malgré tout. Au-delà de votre charge de travail, ce sont des choses à prendre en considération. Et encore là, je reviens à ma documentation, ça aussi, c'est important. Lorsqu'on est en surcharge de travail, il n'y a rien de mieux. Puis je sais que des fois, ça peut sembler fastidieux, mais il est nécessaire. Puis c'est souvent garant d'un meilleur succès d'être capable de dire, bien moi, aujourd'hui, ça a été 15 minutes pour remplir telle note. Mon intervention a duré tant de temps, mais il a fallu que je me rende aller-retour 30 minutes, ainsi de suite. On vient décortiquer, on vient documenter, puis on vient dire, bien, comprenez-vous qu'en 7 heures de travail, là, ben, je n'ai pas été capable de voir ou de faire telle tâche. Puis ça, c'est important de le documenter. Pas juste important de dire qu'on n'a pas été capable de le faire, mais de dire pourquoi on n'a pas été capable de le faire. Et ça, ben, on va regarder l'ensemble du caseload, puis ça, c'est l'ensemble des tâches, même celles qu'on oublie. Tu sais, des fois, je fais une farce, là, mais tailler son crayon pour être capable de l'écrire sa note, ça prend 30 secondes. Tu sais. Mais c'est 30 secondes qu'il faut cumuler, puis quand on fait le décompte tout au long de sa journée, ben, à un moment donné, c'est là qu'on commence à faire des constats alarmants. Ensuite, description des tâches, valider la pertinence de transférer des tâches à d'autres types d'emplois. Bien, ça aussi, ça fait partie de l'analyse, c'est important. Des fois, lorsqu'on a un manque de pénurie de personnel, l'employeur peut jongler un petit peu avec ses effectifs, puis là, c'est là qu'il y a des transferts de tâches, tout ça. Bien, c'est important d'aller vérifier. Est-ce que c'est fait dans les règles de l'art? Est-ce que ça satisfait et ça sert l'équipe en place? Donc, là aussi, on a besoin d'aller vraiment décortiquer ce travail-là. Ensuite, tout travail réalisé, bien, c'est réclamer ses heures. Là, c'est toujours une discussion un petit peu tendue quand on arrive là à réclamer ses heures parce qu'on est saisi, nous, membres de la catégorie 4, d'un don de soi. On aime notre travail, on aime notre clientèle, puis souvent, on donne sans compter. Quand on est dans un dossier de surcharge, bien, il faut se rappeler que la pause est importante. Des fois, on se dit, ben oui, mais là, ce service-là, il était vraiment important. Oui, mais il va être encore important quand tu vas être en arrêt de travail. Et c'est ça qu'on essaie d'éviter quand on mène un dossier de surcharge, c'est de se dire que le 15 minutes de pause, s'il a fait en sorte que ça l'offre une meilleure hygiène de travail, un meilleur état d'esprit, d'être capable de se ressourcer. 15 minutes, c'est pas long, mais des fois, il est nécessaire pour remettre sa page à zéro, être capable de se reconcentrer dans sa tâche. Puis à ce moment-là, bien, on peut prévenir et éviter des épuisements qui vont mener à des arrêts de travail qui vont être tout aussi dommageables pour vous, parce que ça vous met dans un état qu'on ne souhaite pas pour vous, mais lorsqu'on le met en parallèle aussi avec le service à la clientèle, bien ça aussi. Fait on a d'autant plus intérêt de pouvoir avoir une bonne hygiène de travail, réclamer ses pauses, votre heure de dîner, vous avez le droit de manger, vous avez le droit de manger aussi en paix. Donc, à ce moment-là, c'est des choses qui sont prévues, qui sont dans vos droits. Puis, même si la pression elle est forte, on vous invite. Quand on parle de coalition d'équipe, bien souvent, on fait référence aussi à ça. Lorsque l'équipe décide ensemble de dire, regarde, on tient la ligne sur minimalement notre prise de pause puis notre heure de dîner, bien, on veut que l'ensemble de l'équipe puisse être à la même page là-dessus. Et ça permet de le démontrer à l'employeur. Ça permet, encore là, je vous ai parlé de mon exemple des 10 000 heures de temps de travail, là, de temps supplémentaire. Bien, en plus de ce temps supplémentaire-là qui était quantifié par l'employeur, l'équipe est en train de me dire qu'ils mettaient toute leur pause en travail, puis une partie de leur heure de dîner. Je parlais d'une équipe d'une 30aine de personnes. Si on fait un calcul rapide, c'est à peu près une demi-heure à presque une heure par jour qui était donnée non comptabilisée à l'employeur, du bénévolat, autrement dit, à 30. Mais soyons conservateurs, mettons la moitié de l'équipe. Faites x5 par semaine. Il y a du temps, là, du temps, de l'énergie. Et quand on veut pouvoir démontrer à l'employeur que ça prend des bras de plus, qu'il faut afficher des postes, on a besoin de ces éléments-là pour être capable de démontrer à l'employeur
qu'on a besoin d'effectifs supplémentaires. Ensuite, bien, la tension entre collègues, Isabelle vous en a parlé tantôt dans les facteurs intrinsèques, bien, ça aussi, hein, prévenir la surcharge de travail, c'est souvent accompagné, malheureusement, parce qu'on nous interpelle quand les besoins sont criants, mais souvent, ça s'accompagne d'enjeux de climat de travail. Et ça aussi, ça devient difficile. Il faut vaincre ce climat-là pour se solidariser. Et ce n'est pas facile parce qu'effectivement, quand des problèmes de climat sont installés dans l'équipe, ben, il faut rebâtir ça. Il faut refavoriser les échanges, la collaboration, valider les perceptions de chacun. Parce que souvent, quand on est en surcharge de travail, avec toutes les émotions que je vous ai nommées au début, bien souvent, là, on crée des fossés entre les gens. Puis il faut rebâtir ces ponts-là pour être capable de mener notre dossier à terme, puis de rencontrer les objectifs que l'équipe souhaite atteindre, ce qui est de sortir de cette tornade-là de surcharge de travail. Et puis, là, on vient le renommer, là, donc viser une cohésion d'équipe qui, je tiens à le spécifier, cohésion d'équipe ne veut pas nécessairement dire que vous n'avez pas certaines opinions divergentes. C'est juste qu'on s'entend quand même sur le bien fondé des pistes de solutions qu'on met en place pour se sortir de là. Ensuite, bien, surcroît, titularisation des postes, bien, ça aussi, là, ça fait partie des choses qu'on va regarder. Y a-t-il des gens qui sont à temps partiel? Y a-t-il des gens qui sont temporaires? C'est quoi les statuts d'emploi? Y a-t-il moyen de travailler là-dessus? Mais tout ça pour vous dire que c'est un grand déploiement. Lorsqu'on travaille un dossier de surcharge, c'est un grand déploiement de l'équipe. Ça prend de l'investissement de l'équipe de base, mais l'équipe syndicale est là aussi pour vous supporter là-dedans, autant dans la sphère de relations de travail que la sphère que je vous ai dit tout à l'heure, qui dit politique, où on va venir regarder ce qui ne rentre pas dans le cadre de votre convention collective, de quelle façon on doit l'adresser. Puis là, il y a différentes stratégies qui peuvent être faites au sein de l'équipe syndicale, mais en relation avec la façon dont on interpelle l'employeur, puis jusqu'où on va. Est-ce qu'on demande à la PDG? Est-ce qu'on veut amener ça dans une rencontre intersyndicale? Est-ce qu'on veut même aller voir le CA? Donc, il y a différentes pistes de solutions aussi qu'on peut adresser lorsqu'on a un portrait global. Fait que pour moi, là, je pense que ça fait pas mal le tour là, de ce qu'on doit rationaliser là, pour monter votre dossier. On arrive à la toute fin de la présentation. Je vais repasser la parole à Guylaine qui va faire la mini-conclusion. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir été présent. On va stopper l'enregistrement de la rencontre pour débuter une période de questions. Fait que d'emblée, je vous dis merci d'avoir été là parce que vraiment, la surcharge, c'est assez. Donc, je vais stopper la présentation et je vais y aller. Vous avez la possibilité de poser des questions.